je vais vous introduire un peu le contexte ici. Je vais vous présenter. En fait, ça se trouve être un projet qui a été effectué chez les Jardins Bio du Solstice, dont le propriétaire est Valérie Campeau. On va venir nous parler tout à l'heure un peu l'aspect pratique de ce qu'on a fait comme projet l'été dernier en 2015. Moi, je vais vous présenter la partie théorique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, les mycorhizes. Et puis, au niveau de façon générale. Donc, prochaine diapositive. Donc, premièrement, les mycorhizes, qu'est-ce que c'est? Vous avez probablement déjà entendu parler de ce que c'était, les mycorhizes. Les mycorhizes, c'est ça travaille dans le sol. Ils forment une étroite collaboration, symbiose, une collaboration, travail en équipe, avec les racines des plantes. Les mycorhizes forment un réseau de filaments qui sont reliés aux racines. Donc, ça fait en sorte que ça étire l'effet des racines. Ils vont aller chercher ce que les racines ne peuvent pas aller chercher plus en périphérie. Donc, ça permet d'améliorer la croissance des racines. Ce qui fait en sorte que, étant donné que les racines sont limitées dans l'espace, les mycorhizes, avec leurs filaments, vont pouvoir aller chercher plus les minéraux comme le phosphore et les autres minéraux. L'eau, par exemple, c'est en cas de sécheresse, ça peut être très pratique. Donc, ça fait en sorte qu'on a une diminution d'incidence de certaines maladies parce que les mycorhizes, c'est proche des champignons. Les champignons rentrent en compétition contre d'autres mauvais champignons, ce qui fait que la plante est plus résistante face aux pathogènes. Et également, ça va diminuer les effets du stress hydrique. Donc, si vous avez une année sec, étant donné que vous avez plus de racines, parce qu'on va comparer avec les mycorhizes, c'est comme les racines, là, fait qu'ils vont aller chercher plus d'eau en profondeur. Donc, ça fait que moins de stress hydrique. Puis en plus, il y a un aspect physique dans le sens que il y a une sécrétion de glomalines et les glomalines amènent une meilleure structure du sol. Le sol, il se tient plus. Vous avez des terres sableuses, par exemple, ça peut avoir un avantage. Ensuite, ça augmente l'établissement des plantes et leur survie lorsqu'ils sont transplantés. Souvent, après une transplantation, les plantes sont stressées. Fait que les mycorhizes vont aider à diminuer ce stress-là. Améliore la floraison et la fructification. Et également, si vous avez un sol qui est salin, ça va augmenter sa tolérance. Ça contribue également à contrôler l'érosion du sol. Il y a une étude qui m'a été fournie sur une expérience qui a été faite sur les mycorhizes, sur la pomme de terre spécifiquement. Et ça vous démontrer, puis ça va faire un petit peu un lien avec ce que Valérie va apporter tout à l'heure sur l'étude qui a été faite. C'est une étude qui était récente, c'est Valérie qui me l'a envoyée, qui date de 2015. C'est un chercheur à l'Université de Montréal qui a fait cette recherche avec l'aide de Mike Pro Performance Programme. Et puis, on fait ça en collaboration avec les provinces maritimes, Ontario, Maine, France et Suisse. C'est une parcelle qui avait de 0,4 hectares. Bon, l'étude, premièrement, ça a été fait sur 4 ans, 2011 à 2014, quand même assez récent. Puis, ce qu'ils ont conclu, c'est que les rendements de la parcelle de pommes de terre avaient été supérieurs, 3,92 tonnes à l'hectare supérieur aux témoins. Donc, c'est quand même intéressant. Et le rendement des parcelles de pommes de terre qui ont été traitées, on dit que c'était supérieur à 9,5% comparativement à ceux qui n'avaient pas été traités. Donc, on avait un rendement supérieur de proche de 10%. Fait que ça vous donne une idée un petit peu. Tantôt, on va voir d'autres chiffres, là, mais c'est quand même 10%, c'est considérable avec l'essai. Donc, c'est quand même intéressant. Maintenant, je vais laisser la parole à Chanel, c'est ça, qui va vous parler, en fait, de la compagnie Prométech. En fait, c'est un autre nom, qui va vous parler un petit peu plus comment c'est la Rivière-du-Loup. Puis, elle va vous décrire un petit peu leur fonctionnement, puis les mycorhizes. Puis, je vais laisser présenter cette partie-là. Avant, on était connu aussi sur la marque de commerce Mike Pro. Mike Pro, je pense que vous en avez déjà entendu parler, vous avez vu les produits Mike dans les centres jardins. On a développé une nouvelle marque de commerce, Active, pour la gamme agricole. Fait que si vous cherchez Active sur Internet, vous ne tomberez plus sur des fleurs comme Mike Pro. Mike Pro, on tombait sur des fleurs, des champs, toutes sortes d'affaires. Active, c'est vraiment une marque dédiée à l'agricole. Et on va trouver des renseignements agricoles quand on fait la recherche sur Internet.
là, ici, ce que je veux vous montrer, une spore de champignon, là, c'est comme une semence, mais c'est microscopique. Ça, été grossi plusieurs fois. Ce que la mycorhize va faire, c'est qu'elle va aller chercher les nutriments un peu partout dans le sol. Quand on l'associe avec la racine, une racine, ça peut aller chercher à peu près 2 mm de large dans le sol pour les nutriments. Quand on met la mycorhize, on augmente à 50 mm autour de la racine. Fait que 25 fois plus de sol couvert. Ça parle beaucoup. Ce que la mycorhize va amener, c'est énormément de phosphore, parce qu'elle s'associe avec une bactérie qui va aller solubiliser le phosphore dans le sol pour l'amener à la plante. Mais le livre de champignons sert aussi à amener du potassium, de la potasse, puis de l'eau. Fait qu'en période de sécheresse, on a vu des différences marquées là, sur le flétrissement des plants là, au champ. C'est une belle job. Le champignon, quand il rentre dans la plante, ben là, il va faire des vésicules, puis il va rentrer à l'intérieur de la cellule pour que l'échange se fasse rapidement entre la racine puis le champignon. La racine va donner du sucre pour faire survivre le champignon. Le champignon, il donne de l'eau puis des nutriments. Fait qu'ils s'aident l'un l'autre, c'est des amis. C'est ça, les formulations sont en train de circuler. Là. On a développé nos propres formulations, puis on a notre propre micro-réacteur, comme un bioréacteur, mais pour les champignons. C'est une expertise qui a été développée au Québec. C'est une expertise mondiale. Il n'y a personne d'autre qui fait ça dans le monde. Ça se passe à Rivière-du-Loup. C'est une technologie québécoise. Pour une fois que ça vient pas des États-Unis, là. Fait que c'est sûr que ça a l'air, une fois que ça a poussé, là, les fils d'araignée, là, c'est pas des fils d'araignée, c'est le champignon qui fait ça, c'est des ifs. Les ifs de champignons, c'est ça qui va explorer le sol. Nous, on colore les racines pour voir si la mycorhize a fonctionné. Fait que quand on voit des points noirs, ça veut dire que la racine est mycorhizée. Le champignon, il est vivant à l'intérieur, puis il grandit avec la racine. Ça veut dire que la racine, elle pousse, mais le champignon va continuer à pousser dedans, fait que tout le système racinaire va être mycorhizé. Puis là, on voit la belle spore ici qui cherche une racine. Là, on vous a parlé, genre vous parlait de la structure de sol, là. Cette structure-là, j'espère que la seule place que vous n'avez dans vos champs, c'est les chemins de ferme. Parce que c'est la seule place qu'il devrait en avoir. Un sol bien structuré va mieux garder l'eau, va aider à garder les nutriments. Plus il y a de craques dans le sol, plus il y a de cachettes pour les nutriments, plus c'est un sol fertile, plus il y a de la place pour de l'eau aussi. Un sol comme ça ne gardera pas l'eau. Ça se mouille pas, ça l'aide pas pour la sécheresse. Puis ça, c'est la glomaline, la colle biologique qui va aller former, qui va aller lier les molécules de sol ensemble, là, des petites particules pour faire des granules qui vont faire la structure qui garde le plus d'eau dans le sol. Nos produits, là, on travaille avec du vivant. C'est fragile quand même. Faut pas que ça gèle, faut pas que ça chauffe. Il y a des produits qui existent en liquide aussi. Pour la pomme de terre, c'est un produit en liquide, mais il y a des produits pour grande culture qui existent en liquide. C'est des spores, fait qu'il faut pas utiliser des fils trop petits. Sinon, ça va rester pris dans le fil puis ça se rendra pas dans le champ. C'est quelque chose qui est en suspension, fait qu'il faut toujours agiter. Même la poudre blanche là qu'on peut mettre dans les cultures spécialisées, c'est une poudre qui peut être mise dans l'eau, mais il faut maintenir l'agitation. Sinon, ça se dépose tout dans le fond. Vous allez l'appliquer sur ça de long, au lieu de l'appliquer sur tout le champ. Bon. OK. C'est ça, maintenir l'agitation. Pour la pomme de terre, là, si on veut arroser, il faut pas arroser ça de large. Il faut vraiment mettre le produit sur la patate. Là. On veut pas arroser ça, mais on va arroser la patate. Le planton de patate qui est dans le sol. Fait que la bande d'agitation. Une fois que c'est mélangé dans l'eau, là, ça dure pas éternellement. Là. Vous avez 6 heures pour l'utiliser. Fait que c'est d'en faire des petites batches à la fois, ça va être plus efficace. C'est ça. Il y a une date de péremption sur les produits parce que c'est du vivant. Fait que, pour faire suite à ce qui vous a été présenté,
Moi, aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter le projet d'essai que j'ai fait en 2015, l'année passée, dans les pommes de terre. Donc, pour faire un bref résumé de mon entreprise, une entreprise maraîchère biologique. Donc, 2015, c'était ma 3e année en production, 105 paniers bio avec 105 familles d'abonnés. Plus les deux marchés locaux, Mont-Laurier et Fermeneuve. Donc, en fait, superficie l'année passée, c'était pas tout à fait 1 hectare en légumes. Puis on a 2 serres chauffées en gestion intensive, plus des tunnels chenilles, ce qui fait froid ici. Puis on a besoin d'avoir, pour nos cultures qui aiment la chaleur, d'avoir un abri, puis de pouvoir fournir des légumes tôt en saison. Pour les paniers, c'est tout le temps apprécié. Donc, ma texture de sol sur la ferme, là où ce que je cultive, c'est principalement du sable. On va le voir tantôt, la granulométrie indique qu'il y a vraiment beaucoup de sable. Ça a quand même plusieurs avantages dans les légumes. Là. Des fois, ça peut être contraignant un peu au niveau de la rétention des éléments minéraux du sol, mais quand même, on peut rentrer tôt au printemps, ça se réchauffe vite, puis c'est quand même pratique. On est semi-mécanisé aussi, on n'a pas un gros parking de machinerie, là, principalement un tracteur, quelques outils. On fait faire un petit peu de forfait aussi pour certains travaux, donc c'est un peu ça. Puis on est certifié biologique et irrigué partout aussi à grandeur, dans le champ, goutte à goutte, dans les serres, vraiment partout. Donc, j'ai dû sauter. Donc, l'objectif de l'essai, dans le fond, c'était de traiter les pommes de terre avec un mycorhize, puis de voir s'il y aurait eu une incidence au niveau des rendements. Aussi, on a regardé au niveau du nombre de tubercules, la grosseur des tubercules aussi. On a voulu faire des observations au moment de la récolte. C'est sûr que au niveau visuel finalement, durant l'été, on n'a pas observé vraiment d'énormes différences là, entre les parcelles traitées, non traitées. Puis j'ai fait une petite évaluation économique là au niveau de l'utilisation des mycorhizes là pour la ferme. Donc, ça, je pense que je vais le sauter parce que Chanel en a parlé quand même, là. Dans le fond, c'est le produit en poudre que Premier Tech m'a fourni, dans le fond, gratuitement. Donc, j'ai pu utiliser pour faire le traitement, là. C'est une petite quantité, c'était pas un essai sur une grosse superficie. Donc, j'ai utilisé la poudre. Puis, en fait, c'est de la poudre qui avait été solubilisée. Puis moi, j'ai reçu des flacons déjà solubilisés dans du liquide que j'ai pu utiliser dans mon pulvérisateur. Donc, on me voit ici en train de faire le traitement. J'avais une vidéo, ce que je faisais le kangourou, c'était drôle, là. J'ai décidé de pas la mettre, là, mais en fait, là, c'était juste pour indiquer que c'est important que ce soit agité. Fait que on m'avait dit que c'était vraiment important, fait que ça a l'air qu'il a juste marché, comme ça aurait été correct, là, mais là, j'ai sprigné pour traiter. C'est pas long, là, c'est 120 mètres. J'aurais pas fait ça sur 1 hectare, fait que ça a bien été. Donc, c'est ça, on a fait des essais sur 3 variétés. La Norland supérieure, Yukon Gold. Fait que Norland, c'est la rouge, la supérieure, la blanche, puis Yukon Gold, c'est la jaune. Donc, ouais, je vais sauter ici tout de suite. Il est ici. Genre, je vais c'est correct, je vais revenir parce que ça allait plus avec ça. Fait que finalement, ça, c'est un dessin, finalement, des parcelles d'essai. Donc, ce qu'on peut voir... ouais, ici. OK. Donc, c'est des planches de 80 mètres. Donc, les premiers, on les a divisés en parcelles de 40 mètres chacune. Un 40 mètres traité, un 40 mètres témoin. Donc, on peut voir que les traités sont pas côte à côte, sont comme séparés par des témoins ou carrément des variétés non traitées, là. Donc, voilà, c'était pas super grand, mais c'était correct pour l'essai. Puis, le fait d'essayer sur différentes variétés, ça apportait un élément intéressant. Ouais, là, je vais revenir, excusez-moi. Donc, les caractéristiques du sol. Donc, ça, c'était juste pour vous donner une idée, là, pour ceux qui sont peut-être plus familiers avec une analyse de sol, en fait, mon sol, le sol, il est pas, c'est pas un sol qui est très, très acide. On a chaulé, on a mis beaucoup de fumier aussi. Donc, c'est ça. Le pH est quand même demeuré assez élevé. Phosphore, quand même élevé. Une historique de phosphore aussi là sur la ferme, d'accumulation de phosphore avec la porcherie qu'il y avait à l'époque. Donc, mais ça veut pas dire que c'est tout disponible, surtout en sol sablonneux. Des fois, le phosphore il est là, mais il est difficilement assimilable par les plantes, d'où l'intérêt pour les mycorhizes.
Donc, puis c'est ça, on voit la granulométrie, 90% de sable, un petit peu de limon, puis un petit peu d'argile. Ça fait pas 100%. Il y a une erreur, là. Ouais. Donc, un bref résumé des étapes, là. On a fertilisé de base avec du fumier de mouton printemps. Ensuite, un peu plus tard, on a planté nos plantons, finalement, à la fin mai. On a traité tout de suite en même temps, finalement. Si on était là, on a mis nos plantons, puis on a traité tout de suite sur les plantons. On a renchaussé une fois dans la saison. Puis au moment du renchaussage, on a mis de l'actisol, donc on est revenu avec une autre fertilisation d'appoint, parce que les pommes de terre, c'est très, très demandant au niveau fertilisation. Il y a eu beaucoup de dorifores l'année passée, donc on a dû traiter à 2 reprises avec un biopesticide là, qui s'appelle le Entrust. Puis là, on voit que les récoltes n'ont pas lieu toutes en même temps, mais c'est fin septembre, début octobre. Mais je peux vous dire que début septembre, le feuillage était tout mort. Là. Fait que la plante, elle avait fini de faire sa photosynthèse. Les tubercules avaient fini de grossir. Ça a été humide au mois d'août, puis ça l'a précipité finalement le séchage des feuilles. J'ai eu des maladies là, dans le feuillage. Là. En bio, on traite pas systématiquement 9 fois dans la saison avec des fongicides non plus. Là. Fait que faut vivre avec un petit peu, mais quand même, on va voir, il y a des rendements intéressants. Donc ça, on l'a vu. Fait qu'on a pris comme 3 éléments de prise de données qu'on a fait. On a mesuré le nombre de tubercules, on a compté le nombre de tubercules par mètre linéaire. Donc, pour chaque parcelle, témoin et traité, on avait sur c'est 3 ou 4, là, je me souviens plus, genre. En tout cas, sur 3 ou 4, ben, on a 3-4 parcelles dans chaque traitement, traité, non traité. On a compté le nombre de tubercules. On a mesuré la grosseur des tubercules aussi. On a comparé si les grosseurs changeaient dans la parcelle témoin traitée. Puis aussi, on a compté le rendement total par parcelle là, pour chaque 40 mètres finalement. On a pesé l'ensemble des pommes de terre. Donc, ça, c'est un tableau qui compare, qui résume en fait la grosseur moyenne des tubercules entre les variétés et entre les témoins et traités. Fait que le traité est tout le temps à votre gauche en vert. Puis, ouais, c'est ça. Puis le orange, c'est le non traité. Fait que ici, on voit que dans la supérieure, la Norland, il n'y a pas des énormes différences. Là. J'ai pas fait les stats pour savoir si c'était significatif ou pas. Mais c'est ça, c'est pas des grosses différences. La Yukon Gold semble y avoir quand même une différence au niveau des traitements puis témoins. Les tubercules, ils étaient plus petits là, finalement dans la Yukon Gold pour le non traité. Donc ici, c'est le nombre de tubercules par mètre linéaire. C'est plate, on n'a pas Norland. C'est la première variété qu'on a récoltée, puis on n'avait pas en tête de prendre cette donnée-là tout de suite. Par contre, c'était pas des grosses différences, ce qu'on a observé là, de mémoire pour la Norland. Encore là, la supérieure, il n'y avait pas d'énormes différences entre le nombre de tubercules pour le traité, non traité. Un peu plus pour la Yukon Gold. Là, on voit que il y avait plus de tubercules dans le non traité. Mais par contre, il était plus petit. Si on compare ici, il était plus petit. Ouais. Puis finalement, les rendements. Si on prend la Norland, les rendements ici, ils sont pas très différents. Il n'y a pas vraiment de différence significative à mon avis. Par contre, pour la Yukon Gold, la supérieure, ben là, on voit qu'au niveau du traité, on a quand même... ça, c'est en kilos, là, sur un 40 mètres, là. Fait qu'on on a quand même des différences pour les parcelles qui ont été traitées. Je l'ai ramené aussi en pourcentage. Ouais, c'est ça. Fait que la différence de rendement pour le traité versus non traité, donc dans la Yukon Gold, on avait 35% plus de rendement. Ben la Norland, là, comme je disais tantôt, c'est pas une grosse différence, 2,7, puis la supérieure, quand même, 24%. Ouais, ça c'est peut-être plus ou moins pertinent, mais je l'ai ramené à l'hectare finalement. Le rendement, mettons, pour donner une idée, ça donne quoi à l'hectare? Parce que c'est une petite parcelle, là. Donc, ma meilleure variété a été la Norland avec 42 tonnes et demie à l'hectare. C'est quand même bon pour les pommes de terre. Je pense dans la région aussi, la moyenne est autour de 32-33 tonnes à l'hectare. Voilà, j'ai fait une petite analyse économique là,
premièrement, je suis pas économiste. Moi, j'ai mis mes chiffres à moi sur ma ferme pour la petite parcelle, finalement. Je l'ai ramené à l'hectare, mais c'est sûr que il y a vraiment des choses, des dépenses, des postes de dépenses qui vont changer d'une ferme à l'autre, ça c'est sûr. Puis une grosse ferme est plus efficace qu'un petit maraîcher qui est semi-mécanisé, donc ça prend avec un grain de sel. Là. Fait que on voit que le coût des mycorhizes non plus, c'est pas super élevé là, ça revient autour de 136 $ à l'hectare. Moi, je l'ai chiffré, mais ils me l'ont donné là. C'était une petite quantité de toute façon. Donc ouais, c'est ça. Ça donne une idée générale là, des frais associés au projet d'essai. C'est sûr, en bio, souvent, notre main-d'œuvre, on est plus manuel, fait qu'on a plus de dépenses par rapport à la main-d'œuvre aussi. Donc, là, j'ai ramené les revenus pour la petite parcelle d'essai versus les revenus à l'hectare. Mais encore là, tu sais, c'est vraiment à prendre avec un grain de sel parce que ça varie d'une entreprise à l'autre. Sûrement qu'une entreprise, une grosse entreprise est plus efficace aussi. Donc, ouais. Donc, ben c'est ça. Des éléments considérés pour analyser les résultats. Dans le fond, moi, j'avais des facteurs autour de ma parcelle d'essai, des éléments finalement qui sont plus abiotiques, si on veut. Ou, en tout cas, j'avais un tas de compost à une extrémité, puis j'avais la grosse plantation de pin rouge à l'autre extrémité. J'ai le goût de vous le montrer, là. Dans le fond, ça, c'est mon tas de compost. Puis, j'ai la grosse plantation de pin rouge qui était dans le fond de la parcelle. Donc, c'est ça. On a observé plus de dorifères les premiers mètres près du tas de compost. La partie ouest, comme des parcelles d'essai. Il y avait vraiment plus de pression de dorifères. Ils étaient vraiment là, les bébites. Puis, les plants, ils ont été visuellement plus affectés. Ça peut avoir eu une incidence sur les rendements, la santé des plantes. Puis aussi la plantation de pin rouge qui était à la fin des parcelles, mais ça a comme agi comme un genre de masse thermique qui accumule de la chaleur ou qui conserve aussi l'humidité au sol assez tard le matin. Donc ça peut avoir eu une incidence sur la croissance des plantes qui ont profité un peu plus d'humidité. Et la nuit, ou pour les nuits fraîches du moins, je sais que quand je fais mes légumes, près de la plantation, quand ça a des légers gels la nuit, mais ça gèle pas près de la plantation. Fait que la nuit, j'ai l'impression que ça dégage un peu de chaleur, puis ça apporte de la chaleur aux plantes qui profitent de ça. Donc c'est pour ça que tu sais, faut quand même le considérer dans ce projet d'essai-là. C'est à refaire ou ce serait intéressant de le faire à un endroit où il y a peut-être moins de facteurs qui peuvent influencer les rendements. Donc, puis aussi ma variété jaune, la Yukon Gold, elle avait une maladie, la rhizoctonie. Donc, c'est des petits points noirs comme sur la pleure, là. Donc, ça aussi, ça peut avoir affecté finalement le rendement. On avait plus des petits tubercules, ça c'est un effet de la rhizoctonie. Des tubercules mal formés, là. Ça c'est notre canard. Il y a vraiment la forme de canard, là. C'est une pomme de terre jaune, mais avec des protubérances si on veut, là. C'était pas une patate parfaite, là. Donc, ouais, c'est ça, comme je disais, c'est intéressant les mycorhizes, mais je pense que il faut faire des essais, il faut essayer de limiter aussi les facteurs qui peuvent influencer les résultats. Ouais, les mycorhizes, il faut faire attention, c'est fragile, il faut qu'ils soient bien conservés, là, comme Chanel elle nous en a parlé tantôt, finalement. Ça n'a pas une durée de vie éternelle non plus, il faut bien les conserver. Puis évidemment, là, le coût du produit doit être justifié par une hausse de rendement. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je vais évaluer un peu plus que 2-3 ans, même sur 2-3 ans, les mycorhizes dans les pommes de terre. J'en fais déjà dans d'autres légumes. Tu sais, je sais que ça a quand même, ça a un potentiel intéressant, je pense, au niveau de développement des racines, puis de l'assimilation des éléments nutritifs. Puis, ben c'est ça, peut-être aussi identifier des je me questionnais un peu là sur la durée de vie des mycorhizes dans le sol, tu sais, à l'hiver, je sais que les spores peuvent survivre, mais si les racines, c'est au printemps, si les spores sont là mais que les racines sont pas là, ben ils n'auront pas leur effet. Fait que c'est peut-être de conserver de la matière organique dans le sol ou de la vie dans le sol justement pour pouvoir favoriser la durée de vie des spores dans le sol, même avec nos hivers froids. Donc voilà.
Ben, j'aimerais remercier Jacques Comapa qui a beaucoup aidé au projet. Il était même là pour la récolte aussi. Il a donné quand même beaucoup de temps. Puis, ben, Premier Tech, les représentants, Chanel qui est là aujourd'hui. Puis, ben, mes employés au jardin qui sont super importants puis qui ont participé aussi aux démarches du projet. OK, merci.